Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous d'actualité d'AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Voici une revue de presse qui revient sur les derniers sujets clés dans le monde bouillonnant de l'IA, le tout en moins de 10 minutes. If you think about what happened from GPT-3 to 3.5 to 4, it just got smarter. The field became known as artificial intelligence. Can machines really think? À quel moment un assistant conversationnel cesse-t-il d'être un outil pour devenir un espace où l'on dépose sa vie entière ? Dans un article du Wall Street Journal, l'analyse de 47 000 conversations publiques avec ChatGPT révèle un usage bien plus intime que prévu. Ce que montrent ces échanges, c'est que l'IA n'est pas seulement sollicitée pour résumer des textes ou organiser des tâches, elle devient un interlocuteur émotionnel, parfois un confident, parfois un amplificateur de croyances. L'article souligne que près de 10% des conversations tournent autour d'émotions ou de détresse personnelle. Certains utilisateurs parlent à ChatGPT comme à un partenaire, lui donnent des surnoms ou lui confient des situations familiales critiques. OpenAI estime qu'1 million d'utilisateurs par semaine montrent des signes de dépendance émotionnelle ou de vulnérabilité aiguë. Autre phénomène clé, la tendance de ChatGPT à dire oui plutôt que non. Selon l'analyse, il commence 10 fois plus souvent ses réponses par un acquiescement. Résultat, dès que l'utilisateur glisse vers une vision biaisée ou complotiste, l'IA peut suivre le mouvement et valider ses récits, parfois jusqu'à des dérives vraiment spectaculaires. Le Wall Street Journal pointe également un aspect très concret, la masse des données sensibles partagées par les utilisateurs. Email, numéro de téléphone, adresse, détails juridiques ou personnels, ces informations ne sont pas anonymes et elles peuvent être utilisées pour améliorer les modèles ou consultées dans le cadre d'enquêtes officielles. L'intérêt de cet article est d'offrir une image brute de la relation qui s'est installée entre humain et IA. Un outil conçu pour aider à produire du texte s'est transformé dans les faits en espace relationnel et émotionnel. Que devient une génération entière quand l'IA commence par supprimer l'échelon le plus bas de l'échelle ? Dans un article du New York Magazine, James Walsh décrit comment l'intelligence artificielle est en train de grignoter, poste après poste, les emplois d'entrée de carrière, ce qui était censé permettre aux jeunes actifs de faire leurs preuves avant de monter en responsabilité. Le fil rouge de l'article, c'est l'histoire de jeunes diplômés qui construisent des systèmes d'IA et voient ces mêmes systèmes fermer la porte derrière eux. On suit d'abord Donald King, consultant chez PwC, un grand cabinet de conseil, devenu data scientist dans la Global AI Factory du cabinet. Sa mission ? Déployer des agents autonomes capables de faire le travail de dizaines de personnes jusqu'à simuler un vrai collègue dans Microsoft Teams. Objectif explicite, permettre aux clients de faire plus avec moins en réduisant de 30% les équipes internes et les équipes de consultants. King remporte un hackathon interne, présente ses agents devant 70 000 personnes, puis est licencié 2 heures plus tard. Il résume dans l'article « Je me suis moi-même envoyé dans le hachoir à viande de l'IA ». Le journaliste élargit ensuite le cadre. Vague de licenciements dans les grandes entreprises, dirigeants qui assument publiquement que l'IA permet de réduire les effectifs, et surtout une étude du Digital Economy Lab de Stanford qui montre qu'un impact significatif et disproportionné existe sur les 22-25 ans dans les métiers les plus exposés à l'automatisation, en particulier chez les développeurs juniors. L'emploi de jeunes codeurs aurait d'ailleurs chuté de 20%, en partie parce que des tâches entières peuvent désormais être réalisées par ce qu'on appelle le vibe coding et les agents autonomes. Ce qui rend cet article intéressant, c'est la bascule de regard qu'il propose. Pour certains entrepreneurs, l'IA est l'occasion d'un reset du marché du travail, au point que l'un d'eux déclare qu'il n'y a plus vraiment de raison de s'embêter avec des jeunes diplômés. Mais derrière cette question se cache une question beaucoup plus large. Si l'IA supprime les marches d'entrée, qui formera les managers et les experts de demain, et sur quelle expérience réelle s'appuiera le travail du futur ? Que se passe-t-il quand l'IA ne fausse pas seulement les résultats, mais la recherche censée l'étudier ? Dans un article du Wall Street Journal consacré au cas d'Aidan Turner Rogers, on découvre comment ce doctorant de 27 ans au MIT est passé en quelques mois du statut de prodige de l'économie à celui d'exemple emblématique de fraude scientifique à l'ère de l'IA. Son papier, présenté comme une étude de terrain sur l'impact d'un outil d'IA dans une grande entreprise, concluait que l'IA augmentait la productivité, stimulait l'innovation, tout en étant mal aimé des salariés. Le cocktail parfait. C'est nuancé, c'est rassurant et ça a été immédiatement cité au Congrès américain, discuté au National Bureau of Economic Research et mis en avant dans la prestigieuse revue Nature. Sauf qu'il y a quelque chose qui cloche. Un spécialiste de l'IA, Charles Elkann, lit l'étude et trouve le scénario techniquement peu crédible. En creusant, les incohérences s'accumulent.
L'entreprise décrite n'existe pas, et on découvre que le doctorant a enregistré un faux domaine internet et le MIT a fini par désavouer officiellement l'article, affirmant n'avoir aucune confiance dans les données comme dans la véracité de la recherche. Des versions successives du papier montrent des chiffres qui changent de façon suspecte, et Toner Rogers admet dans un message WhatsApp avoir commis une énorme et embarrassante erreur et acte de malhonnêteté. Ce qui rend cette histoire importante pour notre compréhension de l'IA, ce n'est pas seulement la fraude individuelle, c'est le contexte qu'elle met à nu. Une culture académique où la confiance est la norme, où la pression pour produire rapidement des travaux spectaculaires sur l'IA est immense, et où les données d'entreprise restent opaques et difficiles à vérifier. Résultat, même des économistes parmi les plus respectés ont pu se laisser convaincre par une étude qui a été entièrement inventée. Aujourd'hui au MIT, on parle de contrôler les données brutes et de resserrer les standards. Et c'est peut-être ça le vrai message finalement. À l'heure où l'IA promet de transformer l'économie, la question n'est pas seulement de savoir ce qu'elle fait aux travailleurs, mais aussi de savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller pour produire des résultats trop beaux pour être faux. L'IA est-elle vraiment en train de supprimer des emplois ou sert-elle surtout d'alibi pratique pour restructurer en masse ? On en parlait à l'instant dans le cadre du changement apporté par l'IA au niveau du marché du travail pour les plus jeunes, mais dans un dernier rapport de Challenger, Gray et Christmas, on découvre une autre étude clé. Depuis le début de l'année, les entreprises américaines ont attribué 48 278 licenciements à l'intelligence artificielle. Un chiffre impressionnant, mais trompeur si on le lit sans contexte. Le rapport montre que 60% de ces licenciements, soi-disant dus à l'IA, ont été annoncés au mois d'octobre seulement, un mois où les coupes globales explosent dans de nombreux secteurs. Et si l'IA apparaît dans les communiqués, elle n'est pas le facteur dominant. Dans les motifs de licenciement, l'automatisation et l'IA arrivent très loin derrière les causes beaucoup plus classiques comme les fermetures d'activités, les restructurations, la réduction volontaire d'effectifs ou encore l'environnement économique. Ce qui rend l'analyse intéressante, c'est le décalage entre la narration et les chiffres. Le rapport ne montre pas une vague d'emplois réellement supprimés par l'IA, mais plutôt une vague de licenciements dans laquelle l'IA devient un élément de langage commode. Autrement dit, il y a sûrement des vrais cas d'automatisation, mais la justification IA sert aussi à rendre l'histoire plus socialement acceptable avec des coupes très agressives. L'histoire la plus probable n'est donc pas une explosion de l'automatisation, mais une correction post-pandémie. Des années de surembauche, notamment dans le monde de la tech, rattrapent les entreprises. L'IA, elle, offre une explication simple, moderne, presque inattaquable, là où reconnaître une mauvaise planification RH serait beaucoup moins flatteur. Et si le vrai défi pour les rédactions et les journalistes n'était pas l'IA, mais plutôt notre incapacité à la comprendre vraiment ? Dans un article de France Télévisions consacré au festival Journalism AI, on découvre comment les médias tentent d'intégrer l'IA générative dans leurs pratiques. Le fil rouge est limpide, c'est un mélange d'enthousiasme pragmatique et de lucidité brutale avec la même question partout. Comment passer de l'expérimentation bricolée à des usages réellement maîtrisés ? L'article commence par un constat sans détour. La méconnaissance de l'IA reste profonde dans les rédactions. Chris Moran, du Guardian, décrit une forme d'immaturité collective. Les journalistes testent un modèle, repèrent une erreur, en font une chronique dramatique, sans jamais vraiment comprendre comment ces systèmes fonctionnent. Pour lui, la priorité est claire. Il faut former, encadrer et surtout donner du temps pour monter en compétences. Autre enjeu majeur, les partenariats avec les géants de la tech. Lee Sloan du Financial Times affirme que les médias n'ont plus le luxe d'hésiter. Certains outils iront plus vite et plus loin s'ils sont développés avec les entreprises d'IA. Le Financial Times a d'ailleurs signé un accord stratégique avec OpenAI pour toucher de nouveaux publics, notamment les jeunes, que les médias perdent à grande vitesse. L'article cite ensuite un panorama riche d'expérimentations concrètes. Par exemple, à la BBC, un CMS dopé à l'IA aide les journalistes locaux à aligner leurs textes sur le style maison de la BBC. Au Financial Times, les questions générées par IA insérées dans les articles permettent de doper les commentaires de 3,5%. Et chez The European Correspondent, un assistant éditorial maison aide à améliorer les brouillons et à adapter les histoires à un lectorat européen. On peut aussi évoquer le cas de Gubi Labs en Inde, où l'IA réduit de 2 semaines à 3 heures le tri, l'analyse d'articles scientifiques grâce à un indice de newsworthiness, en clair un indice qui décide s'il vaut le coup d'écrire sur cet article. Ce que ces exemples montrent, c'est que l'IA n'est pas un remplacement, c'est un multiplicateur d'intentions éditoriales, à condition de l'intégrer systématiquement avec un contrôle humain. L'enjeu n'est pas de créer un produit IA qui va nous sauver, mais plutôt d'élever la réflexion sur ce que pourrait devenir l'innovation journalistique à l'ère de l'intelligence artificielle.
Ainsi s'achève notre tour d'horizon de l'actualité IA. Ne manquez pas le prochain épisode chaque dimanche en français sur cette chaîne ou alors en anglais sur la chaîne AI Experience in English pour des interviews d'experts au cœur de la révolution IA. Évidemment, je compte sur vous pour 5 étoiles si l'épisode vous a plu. À très vite.